cette milice privée, complètement privée, elle est beaucoup moins importante que les Azov. Là, ça se compte c'est une en quelques unité centaines. financée de manière privée, mais qui est complètement incorporée On à rappelle, l'armée ukrainienne. absolument, mais Khartia. alors Kartia, c'est ça. C'est un homme d'affaires, un céréalier qui avait un groupe, ou qui a toujours un groupe qui s'appelle Agrotrad. Alors, je ne sais pas si c'est sa légende. Le voilà à gauche en train de faire du golf. Il se trouve qu'il faisait du ski dans les Alpes le 24 février, quand il a appris l'invasion russe. Et il est immédiatement rentré en Ukraine. Et il a décidé de former, puisqu'il a entendu les autorités dire qu'il était possible de constituer des renforts armés privés. Il a constitué donc une armée privée. On le voit là, en tenue militaire. Et il a entendu dire que la loi martiale autorisait des particuliers à soutenir l'effort de guerre. Il y est allé. Je ne suis pas un militaire de carrière, dit-il, mais j'ai servi dans le Donbass. Je dispose de nombreux contacts dans le secteur de la défense. Et du coup, il achète des armes. Il équipe son bataillon en armes légères, véhicules, drones, lunettes de vision nocturne et thermique. Et il finance aussi les familles de volontaires. C'est ce que raconte votre journaliste dans ce reportage passionnant dans le Figaro. À Bakhmout, mais honnêtement, le phénomène n'est pas nouveau. Et je me souviens qu'un autre de nos envoyés spéciaux, Patrick Saint-Paul, au début de la guerre, le premier mois de la guerre, avait accompagné à Boutcha et Irpin les unités formées par l'ancien président Poroshenko. Exactement le même cas de figure. Il utilise son argent pour mettre sur pied un bataillon, équiper ses soldats, mais qui sont intégrés à l'armée régulière ukrainienne. Simplement, c'est une... Je comprends, ce n'est pas les seuls. Ils fournissent des moyens. Il y en a d'autres. Mais imaginons que ça se produise ici. Est-ce qu'il y a quelque chose de propre à l'Ukraine? Oui, c'est les Ou oligarques. est-ce que si on était dans la même situation, eh bien, notre industrie, un industriel français pourrait de la même façon investir tout son argent pour constituer une milice privée. Un industriel français, il pourrait faire des dons à l'état-major ou au ministère de la Défense, qui ensuite utiliserait l'argent dans le circuit de l'argent public. En Ukraine, il y a un phénomène qui est connu, qui est les oligarques. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'ils ont acquis une certaine légitimité parce qu'en 2014, après la débâcle de Debaltsovo, quand il y avait vraiment plus d'armée ukrainienne, en fait, ce sont les milices des grands oligarques, Kolomoïski et Akhmetov, qui ont sauvé des villes comme Kharkov, Mariupol et autres. Donc, ils ont une certaine légitimité patriotique auprès des Ukrainiens. Parce que sans ça, les Russes prenaient au minimum tout le Donbass. Ce sont les milices privées qui ont empêché les pro-russes de prendre la main dans l'est de l'Ukraine. Donc il y a l'histoire de 2014 qui quand même pèse lourd dans ce réflexe presque. Parce que votre industriel, il a eu le réflexe de rentrer et de créer sa milice et d'acheter des armes. Ce qui n'a quand même rien de banal, même si vous dites que ça n'est pas le seul. Non, c'est pas le seul, mais ça n'a rien de banal, vous avez raison, mais je pense que dans le contexte d'une guerre et dans le contexte social ukrainien, ce sont des gens qui se sont quand même énormément enrichis en contraste avec le gros de la population. Il y a un moment où si vous ne rendez pas un peu de ce que vous avez empoché dans un moment de tragédie nationale, vous risquez il vaut peut-être mieux partir en exil à ce moment-là. Vous voyez. Voilà les contours, en tout cas, qui définissent ce statut particulier de la grande armée ukrainienne. L'armée régulière et puis ces milices privées qui sont intégrées ou pas à l'armée. Ils sont réguliers. Puisqu'ils sont réguliers, ils sont réguliers.